Salut à tous, bienvenue sur Star Story, la chaîne où les légendes de la musique prennent vie à travers des histoires qui touchent l'âme et font vibrer le cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une saga aussi fascinante qu'émouvante, celle de George Harrison, le Beatle qu'on surnommait le silencieux. Derrière son calme légendaire, son regard doux et sa présence discrète, se cachait un homme complexe, un artiste déchiré entre l'admiration, la frustration et une amertume qu'il portait en silence tout au long de sa vie. Au cœur de cette histoire, il y a une relation qui a marqué son existence, celle avec Paul McCartney, son frère d'armes, son ami d'enfance, et parfois, celui qui lui a causé ses plus grandes blessures. Comment un lien fraternel, né dans les rues grises de Liverpool, a-t-il pu se transformer en une douleur si profonde? Comment George, cette âme spirituelle et sensible, a-t-il réussi à trouver sa voie dans l'ombre de géants comme John Lennon et Paul McCartney? Et surtout, a-t-il jamais vraiment pardonné à Paul avant de nous quitter? Préparez-vous à découvrir une histoire de musique, de passion, de tension et de réconciliation fragile, une histoire qui révèle la vérité humaine derrière l'un des plus grands groupes de tous les temps. Si vous aimez les récits qui mêlent émotion brute, triomphe artistique et drame personnel, alors cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Star Story et de partager cette vidéo avec tous ceux qui adorent les Beatles ou les histoires qui marquent les esprits. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et embarquons ensemble dans ce voyage à Liverpool, là où tout a commencé. Imaginez une petite maison ouvrière dans le quartier de Wavertree, à Liverpool, au début des années 40. C'est là que naît George Harrison, le 25 février 1943, le plus jeune de 4 enfants dans une famille modeste. Son père, Harold, est receveur d'autobus, un homme qui travaille dur pour joindre les deux bouts dans une ville encore marquée par la guerre. Sa mère, Louise, est différente. Elle a une passion débordante pour la musique. Pendant sa grossesse, elle passe des heures à écouter Radio India, laissant les mélodies envoûtantes des sitars et des tablas remplir la maison. Elle croit que ces sons mystiques apaiseront son bébé à naître, et peut-être, sans le savoir, plante-t-elle les premières graines de la quête spirituelle qui définira George plus tard dans sa vie. En grandissant, George est un garçon discret, presque invisible dans la foule. À la Liverpool Institute High School for Boys, il n'est pas du genre à se faire remarquer par ses professeurs ou à briller dans les compétitions scolaires. Mais dans ses cahiers, au lieu de prendre des notes sur les maths ou l'histoire, il dessine des guitares. Des guitares électriques aux courbes audacieuses, des guitares acoustiques aux lignes simples, des guitares imaginaires qui représentent un monde bien plus grand que les rues grises de Liverpool. Pour George, la musique est une évasion, un refuge dans une ville où l'avenir semble tracé d'avance. Les docks, l'usine, une vie de labeur pour la plupart des gamins de son quartier. Mais lui, il rêve d'autre chose. En 1956, à l'âge de 13 ans, tout change. George entend Heartbreak Hotel d'Elvis Presley à la radio. Cette voix rauque, ce rythme vibrant, cette énergie brute, c'est comme un éclair qui traverse son âme. Il sait, à cet instant précis, qu'il veut devenir musicien. Il supplie sa mère de lui acheter une guitare d'occasion, une vieille chose usée qu'il gratte pendant des heures dans sa chambre, apprenant des accords, imitant les riffs d'Elvis et de Buddy Holly. Bientôt, il se lance dans le skiffle, ce genre populaire qui mélange folk, jazz et rock'n'roll, et qui fait fureur dans les caves de Liverpool. Avec son frère aîné Peter et quelques amis, il forme un petit groupe. Il joue dans des fêtes de quartier, des salles paroissiales, des clubs enfumés, mais George sent que ce n'est qu'un début. Le véritable tournant arrive dans un bus scolaire brinque-ballant, quelque part dans les rues de Liverpool. C'est là qu'il rencontre Paul McCartney, un garçon un peu plus âgé, avec une assurance naturelle et un sourire qui capte l'attention. Paul est vif, charismatique, et déjà proche d'un autre adolescent rebelle nommé John Lennon. Mais ce qui lie George et Paul, c'est leur amour commun pour le rock'n'roll. Ils passent des heures à écouter des disques de Carl Perkins, Chuck Berry, Little Richard, s'échangeant des accords, partageant des astuces pour jouer mieux, rêvant de scènes bien plus grandes que les clubs miteux de leur ville. Pour George, discret et un peu timide, Paul est comme un grand frère, confiant, inspirant, magnétique. Leur amitié naît dans ces moments simples, dans les rires partagés sur un banc d'autobus, dans les soirées à gratter des guitares jusqu'à minuit. En 1958, Paul décide que George doit rejoindre le groupe de John, The Quarrymen. Mais John, à 17 ans, trouve George trop jeune. À 15 ans, il n'est qu'un gamin aux yeux du leader. Paul insiste, convaincu du talent de son ami. Une nuit, dans un bus de Liverpool, George prend sa guitare et joue Raunchy, un instrumental rock avec une précision et une passion qui laissent John sans voix. Ce moment change tout. George est accepté dans le groupe.
Il entre dans un monde qui va bouleverser sa vie, un monde où il côtoie des génies, mais où il devra se battre pour trouver sa place. Dès le départ, il est le petit frère, celui qui suit les pas des deux leaders charismatiques, John Lennon et Paul McCartney. Leur complicité est évidente, presque écrasante, et George, bien qu'heureux d'être là, sent déjà une petite fissure dans son cœur. Il se demande s'il sera un jour plus qu'un simple accompagnateur. En 1962, les Beatles, désormais sous la direction de leur manager Brian Epstein, signent avec une maison de disques et s'apprêtent à conquérir le monde. George a seulement 19 ans, est le guitariste soliste du groupe. Ses riffs donnent une âme aux chansons de John et Paul, des mélodies qui font chanter les foules. Mais sa voix de compositeur? Elle est à peine audible, étouffée par la domination créative de Lennon et McCartney. John et Paul écrivent des tubes à la chaîne, façonnent l'identité des Beatles, plaisantent avec la presse, captivent les fans. George, lui, reste en retrait, observant depuis l'ombre. La presse le surnomme le Beatle silencieux, un titre qui semble romantique, presque poétique, mais qui cache une vérité plus lourde, plus douloureuse. Quand la Beatlemania explose en 1963, le monde entier tombe amoureux des Beatles. Les concerts sont des raz-de-marée d'hystérie, des adolescents hurlent, des foules se pressent, des journalistes traquent chaque mouvement du groupe. Les disques se vendent par millions, et les Beatles deviennent plus qu'un groupe, ils deviennent un phénomène, une révolution culturelle. Mais pour George, cette gloire est à double tranchant. Il admire John et Paul, leur créativité débordante, leur capacité à écrire des chansons qui capturent l'esprit d'une génération. Il veut être plus qu'un guitariste, plus qu'un figurant dans leur histoire. Il rêve de contribuer, de partager ses propres idées, ses propres mélodies. Mais en studio, ses suggestions sont souvent reléguées au second plan. On lui accorde une ou deux chansons par album, rarement plus. Ses solos de guitare, qu'il travaille avec soin, sont souvent corrigés ou réécrits par Paul, parfois même joués par lui. Imaginez la scène, George, 20 ans, assis dans un studio enfumé, entouré de micros et de câbles. Il propose une idée, une mélodie qu'il a peaufinée pendant des heures. Mais Paul, avec son perfectionnisme légendaire, prend les rênes. Il ajuste, modifie, parfois sans demander l'avis de George. John, absorbé par sa propre vision, ne prête pas toujours attention. Une anecdote raconte qu'un jour, alors que George travaillait sur un solo pour une chanson, Paul est entré dans la cabine et a joué la partie lui-même, disant « Comme ça, ce sera mieux ». Pour les fans, c'est du génie, du perfectionnisme au service de la musique. Pour George, c'est une gifle, un rappel qu'il n'est pas considéré comme un égal. Chaque fois qu'une de ses chansons est mise de côté, chaque fois qu'on lui dit pas cette fois « George », une nouvelle fissure se forme dans son cœur. Il commence à se sentir invisible, comme un musicien de second plan dans son propre groupe. Mais il y a aussi des moments de lumière dans cette période. George admire encore Paul, son énergie, son talent pour écrire des mélodies qui restent dans la tête. Il respecte John, son esprit rebelle, son humour mordant. Ses propres contributions, comme le solo délicat de Andy Lover ou les harmonies subtiles de Help, montrent qu'il est bien plus qu'un simple accompagnateur. Il apporte une couleur unique aux Beatles, une sensibilité qui équilibre la fougue de John et la perfection de Paul. Pourtant, ces moments de gloire sont rares. George veut plus, il veut être entendu. Vers 1965, une nouvelle passion entre dans sa vie, la spiritualité. Fasciné par la musique indienne, il découvre le sitar grâce à Ravi Shankar, un maître qui devient son mentor. Cette rencontre change tout. George se plonge dans la méditation, la philosophie orientale, la quête d'un sens plus profond. Il veut apporter cette richesse à la musique des Beatles, mais là encore, il doit se battre pour être pris au sérieux. Sa chanson Love You Too sur l'album Revolver est un premier pas audacieux, une fusion de rock et de sonorités indiennes. Mais pour beaucoup, elle reste une curiosité, éclipsée par les hits de John et Paul comme Eleanor Rigby ou Yellow Submarine. George commence à se demander s'il y aura un jour assez de place pour lui dans ce groupe, s'il pourra jamais sortir de l'ombre de ses deux aînés. Au milieu des années 60, les Beatles ne sont plus les joyeux garçons de Liverpool qui jouaient dans les caves du Cavern Club. Ils sont le groupe le plus célèbre de la planète, des pionniers qui repoussent les limites de la musique avec des albums comme Rubber Soul et Revolver. George commence à s'affirmer comme compositeur, à trouver sa propre voix. Sa chanson Taxman, une protestation mordante contre le système fiscal britannique, est un coup de maître. C'est audacieux, personnel, différent des chansons d'amour qui dominent les charts. Mais même là, il doit lutter pour être entendu.
John aide à polir quelques paroles, mais à contre-cœur, comme si c'était une corvée. Paul, lui, prend souvent le contrôle des arrangements, modifiant les idées de George sans ménagement, dictant comment les parties de guitare doivent être jouées. En 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band marque un tournant dans l'histoire de la musique. Cet album, porté par la vision ambitieuse de Paul, est un chef-d'œuvre d'innovation. Mais pour George, c'est une épreuve. Sa chanson Within You Without You, inspirée par sa passion pour la musique indienne et sa quête spirituelle, est une prise de risque énorme. Elle transporte les auditeurs dans un univers mystique, loin des mélodies pop habituelles des Beatles. Mais pour George, l'expérience est douce amère. D'un côté, cette chanson affirme son identité comme une force créative unique. De l'autre, elle souligne à quel point il se sent à part. Pendant que Paul et John façonnent l'album, définissant chaque détail, George a l'impression d'être un étranger dans son propre groupe. Il dira plus tard, Sgt. Pepper, c'était leur projet. J'étais là, mais je ne me sentais pas vraiment impliqué. Les tensions s'intensifient avec le White Album en 1968. George arrive en studio avec des chansons puissantes, parmi les meilleures de sa carrière. While My Guitar Gently Weeps est un cri du cœur, une réflexion sur la douleur et la beauté du monde. Mais même là, il doit se battre pour être pris au sérieux. Frustré par l'indifférence de John et Paul, il fait appel à son ami Eric Clapton pour jouer le solo légendaire de la chanson. Ce geste est un coup de génie. La présence de Clapton force les autres Beatles à prêter attention, à reconnaître le talent de George. Mais c'est aussi un aveu de désespoir, George doit faire venir une star extérieure pour que ses camarades respectent son travail. Les sessions du White Album sont un chaos. Les disputes éclatent, l'ambiance est tendue. Paul, avec son perfectionnisme implacable, corrige sans cesse les parties de guitare de George, allant parfois jusqu'à les jouer lui-même. Une anecdote célèbre concerne le single Hey Jude, un chef-d'œuvre de Paul. George propose d'ajouter des riffs de guitare à la longue coda finale, une idée qui pourrait enrichir la chanson. Mais Paul refuse catégoriquement, insistant pour garder l'espace pur, centré sur sa voix et le piano. Pour les fans, c'est une décision artistique. Pour George, c'est une nouvelle humiliation, un rappel qu'il est relégué au second plan, que ses idées ne comptent pas autant que celles de Paul. Le point de rupture arrive en janvier 1969, pendant les sessions de Let It Be. Paul, déterminé à ramener les Beatles à leurs racines avec un projet live sans overdub, prend les commandes comme un chef d'orchestre. Mais le groupe est fracturé. John est distrait par sa relation avec Yoko Ono, souvent absent mentalement. Ringo reste poli mais en retrait, comme un spectateur. Et George ? Il est épuisé, vidé par des années à être ignoré, à voir ses contributions minimisées. Une dispute, filmée pour le documentaire Let It Be, capture l'essence de son désespoir. Paul critique sa façon de jouer la guitare sur Two of Us, lui donnant des instructions précises, comme s'il était un musicien de session. George, calmement mais avec une amertume qui perce dans sa voix, répond « Je jouerai ce que tu veux que je joue, ou je ne jouerai rien du tout si tu ne veux pas. Tout ce qui te fait plaisir, je le ferai. » Ces mots ne sont pas criés, pas sarcastiques. Ils sont résignés, comme un drapeau blanc après des années de lutte. Le 10 janvier 1969, George quitte le studio de Twickenham et annonce qu'il quitte les Beatles. Dans son journal, il note simplement « Lever, aller à Twickenham, quitter les Beatles, rentrer chez moi ». Ces mots, froids et concis, cachent une tempête intérieure. Il reste absent pendant près de 2 semaines. Les autres Beatles, paniqués, le supplient de revenir. Il accepte, mais à ses conditions. Pas de grands concerts publics, comme Paul le voulait, et des sessions dans un environnement plus confortable, au studio Apple. Le projet continue, mais le mal est fait. George a montré qu'il en a assez d'être relégué, assez de la domination de Paul, assez d'être traité comme un étranger dans son propre groupe. Et pourtant, dans ce chaos, il écrit 2 de ses plus grandes chansons, Something, une ode à l'amour universel, et Here Comes the Sun, un hymne à l'espoir. Ces morceaux montrent que, même au bord de la rupture, le talent de George est plus fort que jamais. En avril 1970, les Beatles s'effondrent officiellement. Paul annonce la rupture, mais pour George, elle couve depuis des années. Les disputes incessantes, le perfectionnisme implacable de Paul, l'indifférence de John, tout cela l'a usé. Libéré de l'ombre du groupe, George ne perd pas de temps pour prouver sa valeur. En novembre 1970, il sort All Things Must Pass, un triple album monumental qui regorge de chansons qu'il avait gardées en lui pendant des années, ignorées ou rejetées par les Beatles.
Des titres comme My Sweet Lord, avec sa spiritualité lumineuse, What is Life, un hymne rock vibrant, et Isn't It a Pity, une méditation sur la douleur et le pardon, montrent au monde que le Beatle silencieux débordait de talent. Pour les fans, c'est une révélation. Pour George, c'est une revanche, une déclaration au monde, je suis plus que l'ombre que vous avez vue. Mais parmi ces chansons sublimes, une se démarque par sa charge émotionnelle, Wah Wah. Ce n'est pas juste un riff de guitare entraînant. C'est un cri de libération, une métaphore de la frustration et de l'étouffement qu'il a ressenti dans les Beatles. Les paroles, mordantes, visent directement l'atmosphère oppressante des sessions d'enregistrement, et surtout Paul. You gave me your Wah Wah, chante George, sa voix teintée d'un mélange de sarcasme et de douleur. Il avouera plus tard que cette chanson a été écrite le jour où il a quitté le groupe en janvier 1969, un moment où il ne pouvait plus supporter d'être relégué au second plan. L'amertume refait surface en 1973 avec Suyu Blues, une chanson écrite pendant les batailles judiciaires qui suivent la séparation des Beatles. Paul avait intenté une action en justice en 1971 pour dissoudre leur partenariat commercial, une décision légalement nécessaire mais que George, John et Ringo ont vécue comme une trahison. La chanson se moque des avocats et des procès, mais elle révèle surtout la frustration de George envers Paul, celui qui l'accuse d'avoir brisé ce qui restait de leur lien. Pattie Boyd, l'ex-femme de George, racontera plus tard à quel point ces années ont été douloureuses. Elle décrira George rentrant des sessions d'enregistrement, rempli de colère et de frustration, surtout après des affrontements avec Paul. Il se tolérait, mais je ne pense pas qu'il se soit jamais vraiment aimé, dira-t-elle, une vérité crue qui explique pourquoi George a versé tant de venin dans ses premières œuvres solo. Pourtant, dans cette douleur, George trouve une liberté nouvelle. All Things Must Pass est un triomphe, salué par la critique comme un chef-d'œuvre et adoré par les fans du monde entier. En 1971, il organise le concert For Bangladesh, le premier grand concert caritatif de l'histoire, réunissant des légendes comme Bob Dylan et Eric Clapton. Cet événement montre que George n'est pas seulement un musicien talentueux, mais un homme avec une vision, un cœur généreux, une âme qui veut laisser une marque positive sur le monde. Mais même dans ces moments de gloire, l'ombre de Paul plane. Chaque fois que George joue Wah Wah sur scène, chaque fois qu'il évoque les Beatles dans une interview, on sent l'amertume, les blessures qui refusent de guérir. Il a prouvé sa valeur, mais à quel prix ? Dans les années 70 et 80, George Harrison construit une carrière solo remarquable. Avec les Traveling Wilburys, aux côtés de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison et Jeff Lynne, il trouve enfin une fraternité musicale où il se sent respecté, libre de créer sans être jugé ou corrigé. C'est le genre de camaraderie qu'il avait toujours cherché, mais qu'il n'avait jamais vraiment trouvé avec les Beatles. Avec Paul, la distance reste. Les rares fois où ils se croisent, il y a de la politesse, parfois des sourires, mais jamais la chaleur de leur jeunesse. Lors du projet Anthology dans les années 90, les Beatles survivants se réunissent pour compléter des démos de John Lennon, comme Free a Bird et Real Love. Pour le public, c'est une réconciliation émouvante. Mais en coulisses, les vieilles tensions refont surface. George lève les yeux au ciel quand Paul devient trop autoritaire, et Paul admettra plus tard, on s'agaçait mutuellement, mais on a tenu bon. En 1997, un diagnostic de cancer de la gorge frappe George. Il lutte avec courage, subit une radiothérapie, espère une rémission. Mais la maladie revient, plus agressive, se propageant à ses poumons, puis à son cerveau. Dans ces dernières années, George se retire de la vie publique, passant son temps à jardiner dans son domaine de Friar Park, à jouer de la musique pour lui-même, à chérir des moments simples avec sa femme Olivia et son fils Danny. Même dans la maladie, son esprit reste vif. Lors d'un chat en ligne en 2001, un fan lui demande « Est-ce que Paul t'énerve encore ?» George répond avec une élégance typique, citant un proverbe victorien, « Ne scrute pas un ami à la loupe. Tu connais ses défauts, alors laisse passer ses faiblesses. » C'est une réponse philosophique, mais avec une pointe d'ironie, une façon de reconnaître les tensions sans rouvrir les blessures. En novembre 2001, alors que son état s'aggrave, Paul rend visite à George à New York. Dans une chambre d'hôpital, loin des studios, des disputes et de la gloire, ils partagent un moment rare. Ils se tiennent la main, un geste qu'ils n'auraient jamais osé dans leur jeunesse. Paul décrira ce moment comme un rêve, c'était mon petit frère. On a ri, on a parlé de choses absurdes, de souvenirs idiots. C'était comme si le temps s'était arrêté. Pour la première fois depuis des décennies, l'amertume semble s'effacer, remplacée par un amour simple, imparfait, mais profond. Le 29 novembre 2001,
George Harrison s'éteint à l'âge de 58 ans, entouré d'Olivia et de Danny. Ses derniers mots, « Aimez-vous les uns les autres », sont un testament de paix, une invitation à laisser derrière soi les rancunes. Paul, dévasté, rend hommage à son petit frère, louant son humour, sa force, son talent immense. Il demande aux fans de se montrer bienveillants envers la famille de George, un geste qui montre à quel point il est touché. Les hommages affluent du monde entier. À Liverpool, à New York, à Londres, des fans se rassemblent, chantent Something et Here Comes the Sun, honorant le Beatle silencieux qui a changé le monde à sa manière douce et profonde. Mais une question demeure, George a-t-il vraiment pardonné à Paul? Les blessures étaient-elles trop profondes pour guérir complètement, ou ce dernier moment de tendresse a-t-il effacé des années de douleur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait redécouvrir l'âme sensible et le génie de George Harrison, alors likez, abonnez-vous à Star Story et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les Beatles et les histoires humaines qui touchent le cœur. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, et comme George l'a dit, aimez-vous les uns les autres. À très bientôt sur Star Story.